tout de suite. Le journal. Au sommaire de ce journal, aucun Congolais n'est actuellement en possession du permis de conduire et cette situation dure depuis une année, donc en 2022, car le dernier permis a été livré en 2017. Les conducteurs quinois déplorent cet état des choses qui fait aussi passer l'État congolais à côté de ses importantes ressources. Et puis, c'est la fin d'une belle carrière pour Trésor Mputu, le joueur congolais de 37 ans, a raccroché les crampons dans ce journal. Nous ferons un flashback sur son élogieux parcours. Et enfin, crise alimentaire au Burkina Faso, le FMI a accordé une aide d'urgence de 80 millions de dollars américains au pays pour faire face à cette crise qui a pris des allures inquiétantes avec la guerre en Ukraine. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session d'information. Ouvrons ces journaux avec cette information. Il s'est tenu une séance de travail entre le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation de l'Organisation des Nations Unies qu'il a reçue en audience ce jeudi. Cette délégation qui était composée de plusieurs départements et agences des Nations Unies avec les représentants des institutions de Bretton Woods a exprimé sa solidarité avec la RDC en particulier avec la situation des populations vivant dans l'est du pays. Suivez. La représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui est en même temps la représentante de cette délégation, est revenue sur les discussions qui ont fait l'objet de la rencontre. Pour elle, le mot-clé de cette délégation est la solidarité. Et donc, le mot-clé de cette délégation, c'est d'abord exprimer leur solidarité avec la République démocratique du Congo, en particulier avec la situation de souffrance des populations à l'Est. À l'intérieur de la réunion que nous avons eue avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et les membres de son cabinet, les directeurs adjoints et les conseillers, et les priorités qui ont été exprimées ont remis en emphase le fait que le PDDRCS, qui doit impérativement se démarrer avec urgence en amenant les plans provinciaux qui fonctionnent, excepté à cause de la situation, l'une des conséquences, on n'a pas celui pour le... Autre question abordée, c'est celle liée au développement, mais aussi au processus électoral en cours qui se veut être inclusif. Nous avons insisté sur le fait que dans le contexte de la participation, de la représentation, il est important qu'on soit inclusif et pour être inclusif, on a beaucoup insisté sur la question des femmes et des jeunes et aussi des personnes avec handicap et donc toutes les composantes en fait de la population. Le gouvernement congolais dit ne pas comprendre le fait que le communiqué final du sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est de Bujumbura ne reprenne pas à la mise au point sur l'évaluation de l'application de la feuille de route du mini-sommet de Luanda. C'est le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui est revenu sur la question, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un communiqué du gouvernement congolais signé par le VPM en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Suivez. Pour la recherche de la paix dans la partie orientale de la RDC, l'exécutif national s'est inscrit dans deux principaux mécanismes internationaux, celui de Luanda avec la CIRGL, mais aussi celui de Nairobi avec la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle.
Le dernier sommet extraordinaire de la communauté est-africaine du samedi 4 février à Bujumbura a accouché d'un communiqué final qui, selon le gouvernement congolais, ne reprend pas un point important de l'ordre du jour concernant l'évaluation de l'applicabilité de la feuille de route de Luanda, qui est la fusion de ces deux mécanismes. Un fait inquiétant pour Kinshasa. Je pense que le communiqué de Luanda, qui a été exceptionnellement signé par des chefs d'État, a été porté, y compris par la communauté internationale, comme la voie qui va nous permettre de régler les problèmes dans la durée. À la réunion de Bujumbura, on devait faire le point à la demande du président Ndayishimiye de la situation sur terrain qui s'est dégradée. Je vous épargne de détails que vous avez tous suivis et qui avait besoin de refaire le point pour être sûr quel est le degré d'application ou de respectabilité du communiqué de Luanda. Malheureusement, les communiqués qui est ressorti de la réunion, je ne pense pas que ma mémoire me trahisse, nulle part on ait fait mention du communiqué de Luanda. Et je pense l'avoir dit dans les briefings de lundi qu'avec les secrétariats techniques de l'EAC, nous avons eu le même souci lorsque nous étions au sommet consultatif des chefs d'État à Sharm el-Sheikh. Déjà à l'interne, la confiance à la communauté des États de l'Afrique de l'Est est mise à mal par le fait que sa force déployée dans l'Est de la RDC avec un mandat offensif selon le gouvernement congolais n'accomplit pas sa mission jusque-là. Les dernières manifestations à Goma et les déclarations du bureau de l'Assemblée nationale en sont les illustrations de cette frustration au Congo-Kinshasa. On va rester dans le secteur de sécurité, mais aussi dans la coopération entre la RDC et l'EAC, alors que la force de l'EAC fait presque l'unanimité contre elle en RDC pour sa prétendue, entre guillemets, passivité face aux activités du M23. Dans un communiqué, le facilitateur Uhuru Kenyatta demande aux pays d'Afrique de l'Est d'accélérer le déploiement des troupes supplémentaires qui devraient s'interposer entre les rebelles de l'armée loyaliste et entre les rebelles du M23 et l'armée loyaliste. L'ancien président kényan a exhorté au respect de la feuille de route de Luanda. Patrick Ilunga. C'est un communiqué qui fait suite à la recommandation du sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenu à Bujumbura samedi 4 février. Les chefs d'État avaient demandé à l'ancien président Uhuru Kenyatta de poursuivre les efforts dans la recherche de la paix en tant que facilitateur dans le processus de Nairobi. Uhuru Kenyatta appelle donc les partis à observer les recommandations de la feuille de route de Luanda, laquelle ordonne aux belligérants de la crise congolaise un cessez-le-feu immédiat et les groupes armés à déposer leurs armes et au M23 de se retirer de ses positions. Le facilitateur exhorte les pays concernés par le déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est d'envoyer des troupes supplémentaires sans plus tarder pour qu'elles se positionnent au nord Kivu. Il s'agit des troupes de l'Ouganda et du Sud-Soudan selon le sommet de Bujumbura. Uhuru Kenyatta note que les troupes supplémentaires devraient s'interposer entre les M23 et les FARDC et éventuellement occuper des territoires d'où les rebelles se seraient retirés. Le facilitateur dans le processus de Nairobi appelle les organisations internationales et nationales à fournir de manière urgente une aide humanitaire aux déplacés de guerre, surtout aux femmes et enfants, les personnes faibles qui restent vulnérables aux incessants combats à l'est de la RDC, dit le communiqué. L'ancien président kényan annonce aussi qu'un 4e conclave entre les chefs d'État se prépare à Nairobi, toujours dans le souci de rechercher la paix en RDC. Autre chose, dans ce journal, le processus électoral, on en parle encore. La question a été au cœur d'un échange que le président de la CENI, Denis Kadima, a eu avec Stéphane Mickey, directeur de mission adjointe au sein de l'ambassade américaine, en compagnie de John Dunlop, directeur de mission de l'agence américaine pour le développement international, USAID. Voldy Kengi pour les détails. Avec l'organisation des élections à laquelle s'attelle activement la centrale électorale, avec une des phases importantes du processus qu'est la révision imminente du fichier électoral à travers l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui a débuté le 24 décembre 2022 par la première ère opérationnelle. J'étais ici avec le député chef de mission pour l'ambassade américaine, Stephanie Miley. On a fait une réunion avec le président de CENI. On a discuté beaucoup des différents
différents sujets sur les questions de registration ou enregistration de gens partout dans le pays, les défis, les succès qu'ils ont faits. On a demandé beaucoup de différentes questions de différentes situations, des différentes zones, zone 1, zone 2, zone 3, le progrès qu'ils ont fait et les problèmes qu'ils ont trouvés. À la fin de réunion, je dois être honnête, j'étais très satisfait avec les réponses et on avoue que dès qu'il y a pas mal de défis que Sunny a rencontrés sur terrain, ils font un progrès admirable et nous espérons que ça va continuer et que le partenariat avec le USAID pour observer et soutenir le processus. Tout en réitérant le soutien de l'administration américaine pour que ces opérations aboutissent aux résultats attendus par tous. On doit dire que pour le gouvernement américain, comme observateur pour l'observation de ce processus, c'est très intéressant. Nous sommes là pour supporter une élection qui est libre, transparente et équitable. Et nous espérons que ça va se passer comme ça. Dans un tout autre registre, le VPM en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé le concours de recrutement des agents de l'administration publique au ministère du numérique, un processus qui démarre après la série de mise à la retraite entamée en 2022. C'est là conformément aux orientations reçues du président de la République, Félix Tshisekedi, sur le rajeunissement de l'administration de l'État sous la coordination du Premier ministre, Damani Mujinga. Ce processus démarre avec l'administration du numérique qui est particulièrement technique et exigeant des profils spécifiques, en l'occurrence les infrastructures numériques, les applicatifs et contenus numériques, l'économie et le développement de la culture numérique ainsi que la cybersécurité. Dans un premier temps, 119 agents seront recrutés pour combler le poste vacant des services centraux du ministère numérique. Selon Jean-Pierre Liaou, ce processus de rajeunissement voulu transparent se déroulera sous le pilotage technique de l'École nationale d'administration. Et cette première phase ne concerne que la ville de Kinshasa. Le déploiement en province suivra après. À ce sujet, Jean-Pierre Liaou a invité les femmes à concourir pour répondre à la volonté du chef de l'État qui tient à l'accès des nombreuses femmes aux emplois publics. À l'en croire, ce processus se fera de manière méthodique, qualitative et compétitive. Sur le plan de la méthode, nous irons palier par palier, administration par administration, dans le respect strict des cadres organiques des services publics concernés pour éviter les dépassements des effectifs maximums. Rompre ainsi avec les travers du passé qui ont conduit nos services publics à régorger des effectifs pléthoriques, souvent non payés, a dit Jean-Pierre Liaou. En outre, le patron de l'administration publique de la RDC a précisé que le recrutement est compétitif parce que l'objectif est de mettre au régime des privilèges et d'offrir la chance à tous les jeunes Congolais de Kinshasa comme des provinces. Présent lors de cette cérémonie, le ministre du Numérique Eberon Kolongele a fait savoir que l'heure est arrivée de trouver des femmes et des hommes compétitifs capables de mener à bon port cette administration. Il s'y est de signaler qu'après le numérique, Jean-Pierre Liaou a annoncé le tour du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et les finances. Voilà, on va aller dans le secteur des mines, le parachèvement de la construction du centre de négoce de Moussampo, situé dans le territoire de Mouchacha, en province de Lualaba, est une aubaine non seulement pour les exploitants artisanaux de cette province, mais aussi pour les potentiels acheteurs du cobalt. Cette question a fait l'objet d'une conférence animée à Cape Town, en Afrique du Sud, lors du dernier forum Indaba Mining par le gouverneur Fifi Masuka. Suivez.
En marge de sa participation au African Mining Indaba 2023, la gouverneure du Lualaba a animé une conférence à l'intention de plusieurs hommes d'affaires, dont les opérateurs miniers de la RDC et du reste du monde, au Radisson Red Hotel de Cape Town. Marie-Thérèse Masuka Saini a présenté le nouveau projet de développement des zones économiques spéciales, en présence de quelques députés nationaux de son ministre de Mines, sa commissaire en charge de l'économie et des représentants de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Elle a eu le temps de dresser le tableau clair de l'évolution de mise en œuvre du projet Centre de négoce de Moussompo dans le territoire de Muchacha. Qu'est-ce que le Lualaba veut faire par rapport à ces centres de négoce? Pour commencer, la province du Lualaba, c'est une des 4 provinces issues de la province Katanga. C'est la province qui, aujourd'hui, nous pouvons dire, comme le chef de l'État l'a dit, la République démocratique du Congo a plus de 1000 matières premières minérées qu'on connaît déjà et celles qu'on ne connaît pas. Une grande partie se trouve évidemment au Lualaba. Il était important de pouvoir vous parler de l'artisanat parce que l'artisanat dans la province du Lualaba regorge plus de 150 000 trésors. L'artisanat en RDC, c'est légal. Donc, ça permet de donner du travail aux jeunes. Mais aujourd'hui, avec le centre de négoce, nous pensons pouvoir réglementer cela. Et nous pensons aussi vouloir monter un peu dans le social de cette catégorie de la population qui ne vit que de l'artisanat. Ça fait trop mal de voir toutes ces richesses et la population très pauvre. Je pense qu'ensemble, avec la solution du centre de négoce, nous allons être capables de pouvoir changer cela. Comme je l'ai dit, pour changer, nous devons commencer quelque part. Dans cet échange de haute facture auquel ont été associés les professionnels des médias, la chef de l'exécutif provincial a rassuré les participants que l'ouverture de ce centre de négoce va non seulement permettre à l'État congolais de générer plus de recettes, mais également sécuriser socialement les exploitants miniers artisanaux qui sont évalués à plus de 100 000 jeunes. Masuka Saini a démontré le souci profond du président Tshisekedi qui ne jure que par l'amélioration de l'image de la province du Lualaba. Parlant de la pauvreté, il faut dire que le secteur de transport congolais est aussi pauvre des permis de conduire, et cela depuis 2017 que les Congolais ou les conducteurs congolais n'ont pas ces documents. Le dernier permis de conduire en RDC a été expiré en février 2022. Le ministère des Transports avait annoncé au même mois le recrutement d'une firme pour la production des permis de conduire biométriques avec puce, ce qui tarde encore à venir concrètement jusque-là, une année après, aux grandes dames des conducteurs congolais. Patricia Mabungu était sur terrain pour rencontrer les chauffeurs quinois. Le permis de conduire en République démocratique du Congo devait être disponible avant le 30 mai 2022, selon le ministère des Transports, des Communications et des Désenclavements, lors de la cérémonie de recrutement d'un partenaire pour la production de ces documents biométriques avec puce le 10 février 2022, ce qui est encore irréalisé à ce jour, au point que les conducteurs se sont accommodés de la situation en circulant sans permis de conduire qui, du reste, relève d'une irrégularité, doit être normalisée incessamment. Bon, ma réaction en tant que chauffeur, d'abord, aucun pays au monde, le chauffeur ne peut pas prendre le volant sans avoir le permis de conduire. Ça, c'est de 1. De 2, notre pays, ça montre que nous ne sommes pas responsables. Et nous ne sommes pas sérieux. Parce que quand vous voyez, depuis que notre État a commencé à chanter concernant l'histoire du permis de conduire, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu le permis de conduire. Bientôt, ça fait à peu près 3 ans, on n'a pas le permis de conduire. Mais moi, j'ai l'ancien permis de conduire. Si on m'arrête avec les policiers et tout, je sors ça, je montre les policiers, ils me font passer, ils disent que non, ce n'est pas votre problème. Alors moi, je pense que notre gouvernement, vraiment, il faut qu'ils puissent agir. Si ils n'arrivent pas à réagir, donc il y aura un petit souci vraiment. Permis de conduire, c'est identité mobimba.
il y a chauffeur. Il faut des chauffeurs identifiés que non, un chauffeur n'a permis de conduire. Ça fait maintenant une année, tous on a permis de conduire, toujours rouler sans permis. Donc toujours si on a conduire, bazar du colon à biso, mais qu'un peu pour résoudre biso problème il y a permis de conduire. Biso on a pas ça permis à si capé ça la bien. Pour permis tous on a oumeli. Pour la minute où tout le monde a permis à bien, attendre chauffeur en année, tout le monde a permis, des inspirations, des inspirés ma casse. Donc on a souci de continuer à permis à si capé biso peut tout tambola bien. Nanzela. Tout tambola on a permis tout dans la cala. Pour la minute à roulage, à tout n'a sous permis. Pour que permis dans la suite, le succès a permis. Donc biso va chauffeur tout la permis. Une année on to le cado banda et bima 5 ans si go poso e banate na mboka. Tout tamboné na mboka on kitokota. Il est demandé au ministère des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements de prendre toutes les mesures et précautions pour la fabrication de ces permis biométriques qui reste l'un des problèmes majeurs au niveau national. Voilà, il faut insister que tous les Congolais, du premier au dernier citoyen, personne n'a un permis de conduire valide. Autre chose à présent, on va parler sport. La Coupe du Monde, la Coupe du Congo de tennis avec différentes catégories se tiendra à Kinshasa du 22 au 28 février prochain au Cercle de Kinshasa et au Pullman Hotel de Kinshasa. C'est le président de la Fédération de tennis de la RDC, Georges Koshi Guiméa, qui a fait cette annonce dans une interview exclusive accordée à Géopolis Télévision. Suivez-le, il était au micro de Emi Kabea, Blessid Kozola et Beni Ifombo. Bien, cette Coupe du Congo va se jouer. Donc, on a confirmé tout à l'heure, là, on avait réuni du comité fédéral et nous avons mis les contours qu'il faut pour l'organisation. Nous avons même désigné différents responsables à tous les niveaux pour l'organisation de ce tournoi. Ça commence effectivement du 22 au 28. Oui, ça va se dérouler. Évidemment, nous sommes ici. Ça, c'est le sanctuaire du tennis. Ça va se jouer ici et à l'hôtel Pullman. Hein, là, se joueront les finales. Je l'annonce tout simplement parce qu'on ne les a pas encore écrits. Moi, je crois que ça ne sera pas de refus de leur part pour que le final se joue là-bas, comme l'année passée. Combien d'athlètes? Nous n'avons pas encore le chiffre exact. Mais nous avons dit par province, par entente ou ligue, nous avons besoin de 4 joueurs par catégorie, sauf Kinshasa, qui pourra mettre 8 dans les 2 catégories. 3, nous avons les catégories senior homme, catégorie senior dame, et nous avons les 14 ans et moins. Donc nous n'avons pas encore toutes les listes, parce qu'on nous appelle, mais pratiquement sur papier, nous n'avons pas encore le nombre exact. Moi je crois que vers le 16 et le 18, nous aurons le nombre exact des athlètes qui vont participer à ce tournoi, mais ça sera au moins une soixantaine. Et comprenez aussi que la Coupe du Congo, c'est l'élite de l'entente ou bien de la Ligue. Ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés au niveau de leurs ententes, au niveau de leur Ligue, qui participent à la Coupe du Congo. On va rester en sport. Trésor Poutoumabie, une légende du football continental et congolais, arrête définitivement sa carrière de football à l'âge de 37 ans. Il aura émerveillé le public congolais et africain par son talent immuable et de sa carrière extraordinaire. Retour sur son parcours et le jeu avec Blessid Kozola. Il restera comme un immense talent qui a préféré tourner le dos aux sirènes de clubs européens et s'épanouir au Congo et en Afrique. Lui, c'est Trésor Poutoumabie, attaquant et international congolais, qui met un terme à sa carrière de footballeur à l'âge de 37 ans. Après avoir traîné son spleen pendant de très longues semaines, à jouer des intermittents et resté ces 6 derniers mois sans fouler une pelouse avec son club, Trésor Poutou a finalement confirmé ce que tout le monde savait déjà. Ce mercredi 8 février, le rideau tombe donc sur la carrière de l'un des joueurs le plus talentueux du continent africain ces 20 dernières années. Une véritable légende au Congo, mais dont les représentations n'ont eu que très peu d'exposition médiatique en Afrique et surtout dans le reste du monde. Ce qui l'ont côtoyé et entraîné, comme le français Claude Leroy, le voit prendre place naturellement à la table de plus grands talents du football africain.
L'envie, justement, a toujours été au cœur de la carrière du natif de Kinshasa. Son talent aurait pu faire le bonheur de plusieurs grands clubs européens. Arsenal et Arsène Wenger ont été ainsi à 2 doigts de voir Mputu enfiler la tunique de Gunners. Mais l'éternel numéro 8 n'a jamais eu envie de quitter les nids de corbeaux des Mazembe. Parce qu'à Lubumbashi, il était un dieu vivant. Parce que son président Moïse Katumbi ne lui refusait rien. L'argent, les voitures et son avion pour aller faire la fête à Kinshasa de temps à temps. La liste non exhaustive des équipes qui se sont intéressées au talent du joueur est long comme le bras. 2 clubs anglais, entre autres Blackburn, Hull City, Tottenham, ou encore français avec Nantes ou l'Olympique de Marseille, l'Olympiakos en Grèce, des clubs tunisiens comme le CS Sfaxien, l'Espérance sportive de Tunis, le club africain et l'Étoile sportive du Sahel, le club turc de Galatasaray ou le club évoluant dans les golfs persiques, aucun n'a réussi à attirer Trésor Mputu qui n'aura eu en définitive qu'une seule expérience à l'étranger, à savoir 3 saisons dans le club angolais de Kabush Corp de 2014 en 2017, club dans lequel il a remporté la Super Coupe d'Angola avant de revenir à la maison en 2017. Avec la formation de Lubumbashi, Trésor Mputu gagnera 2 Ligues de champions de la CAF en 2009 et 2010, une Coupe de la Confédération en 2017, 2 Super Coupes d'Afrique, 7 championnats nationaux et les titres de meilleur joueur évoluant sur le continent en 2009. En 2006 et 2007, il a été élu meilleur buteur du championnat congolais avec 15 buts. En 2007, il a été élu meilleur buteur mondial de l'année avec 20 buts internationaux. En 2007 toujours, il a été élu meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF avec 9 buts. Avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, l'aventure ne sera pas aussi belle. Avec ses 54 sélections et 14 buts marqués, Trésor Mputu a participé à 3 CAN et à un CHAN dont il a remporté en 2009. Mais comme tout le monde s'en doutait, le meilleur buteur de l'histoire de Coupe d'Afrique de club avec 41 buts avait donné depuis longtemps son cœur et son talent au TP Mazembe. Une légende s'en va. Voilà, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision, vous avez raison. Maintenant, on va passer à la page internationale. La décision du Nigeria de remplacer les billets de la monnaie locale par des nouveaux billets est à l'origine d'une crise économique, une situation inquiétante pour de nombreuses personnes et entreprises dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Edouard Funda pour les détails. La Banque centrale du Nigeria a introduit les nouveaux billets et de nouvelles limites pour les retraits importants d'espèces afin de récupérer environ 85% de la monnaie en circulation en dehors du système bancaire. Elle a déclaré que cela contribuerait également à lutter contre le blanchissement d'argent et à faire des paiements numériques la norme dans la plus grande économie d'Afrique qui est actuellement largement tributaire des transactions en espèces. Le remplacement des anciens billets par de nouveaux a laissé très peu d'argent liquide en circulation, ce qui a provoqué la frustration et la colère de nombreuses personnes qui passent des heures dans des banques pour tenter de retirer leur argent, ainsi que la possibilité de vol pour des propriétaires d'entreprises. Les nouvelles coupures de 200, 500 et 1000 naira introduites ainsi que les limites imposées aux retraits importants favoriseront l'inclusion financière dans la plus grande économie d'Afrique et en feront un pays sans argent liquide, a déclaré la Banque centrale du Nigeria en novembre de leur introduction. Et puis, le FMI a annoncé jeudi 9 février le déblocage d'une aide d'urgence de 80 millions de dollars américains en faveur du Burkina Faso afin d'aider le pays à faire face à une crise alimentaire qui est aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine. Une annonce faite par Martin Schlender, responsable de la mission du Fonds monétaire international FMI qui s'est rendu au Burkina Faso du 31 janvier au 8 février. Edouard Funda, une fois de plus. Cette aide contribuera à soutenir les mesures visant à fournir une aide d'urgence aux ménages en situation d'insécurité alimentaire aiguë, a précisé Martin Schlender, responsable de la mission du Fonds monétaire international qui s'est rendu au Burkina Faso du 31 janvier au 8 février. Cela doit entre autres apporter des fonds pour la distribution des biens alimentaires et d'eau potable, la crise alimentaire
qui touchait déjà le pays s'est en effet aggravé après la guerre en Ukraine et nécessite une aide humanitaire et budgétaire immédiate, a-t-il ajouté. Le FMI précise que 2,6 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans ce pays et qu'en absence de mesures d'assistance, 3,5 millions de personnes pourraient être touchées, soit 16% de la population selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le financement de 80 millions de dollars correspond à 60 millions de droits de tirage spéciaux, l'unité du compte du FMI reposant sur un panier de 5 grandes devises internationales. Elle doit encore être approuvée par le conseil d'administration du fonds. Cette aide est prise via le guichet choc alimentaire du FMI dans le cadre de la facilité de crédit rapide. Ouvert fin septembre pour une année, ce guichet doit permettre aux États qui en font la demande d'accéder de manière rapide et des financements d'urgence en cas d'insécurité alimentaire aiguë, des chocs inattendus dans l'importation des céréales ou des hausses brutales des cours. Voilà, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de le boucler totalement, je vous rappelle les différents titres. Aucun Congolais n'est actuellement en possession du permis de conduire et cette situation dure depuis une année, donc en 2022, car le dernier permis a été livré en 2017. Les conducteurs kinois déplorent cet état des choses qui fait aussi passer l'État congolais à côté de ses ressources importantes. Et puis c'est la fin d'une belle carrière pour Trésor Mputu, le joueur congolais de 37 ans, a raccroché les crampons. Dans ce journal, nous vous avons fait un flashback sur son élogieux parcours. Enfin, crise alimentaire au Burkina Faso, le FMI a accordé une aide d'urgence de 80 millions de dollars américains au pays pour faire face à cette crise qui a pris des allures inquiétantes avec la guerre en Ukraine. C'est la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Tout de suite. Publicité.